Docteur Michael Bartzvi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Nous voudrions discuter ce matin avec vous en cette fin de semaine très, on va dire, soutenu, un rythme, on va dire, très solide après les périodes de fête. Parler de deux sujets, l'un qui est d'ordre plus on va dire, politique, diplomatique et sécuritaire, c'est bien entendu l'Iran, dont on a beaucoup parlé en début de semaine, enfin durant toute la semaine. Et aussi, nous aurions aimé parler avec vous ce matin de ces manifestations du public orthodoxe auxquelles on assiste, en particulier à Jérusalem, mais également dans d'autres parties du pays, avec une sorte de stupéfaction face à la violence de ces manifestations et une sorte d'incompréhension sur leur motivation. Peut-être que vous pourriez nous éclairer sur ces deux sujets. Nous allons commencer par l'Iran avec ces menaces qui semblent se préciser et qui sont d'un ordre presque d'un nouvel ordre, puisqu'on a parlé beaucoup de la menace du nucléaire iranien, mais aujourd'hui on parle beaucoup plus précisément et avec un sentiment de danger immédiat de la menace représentée par l'influence iranienne en Syrie. Est-ce que Israël a changé d'une certaine manière d'approche et aujourd'hui considère que cette menace en Syrie est bien plus importante, bien plus dangereuse pour l'instant que la menace du nucléaire iranien? Dans l'immédiat, c'est évident. Cela dit, ça correspond aussi au changement de la politique américaine. On se souvient que lors de son passage au Proche-Orient, Trump avait parfaitement pointé du doigt le danger de l'extension de l'influence de l'Iran dans la région et notamment sa participation dans certains conflits régionaux, aussi bien en Syrie, en Irak, mais aussi au Yémen, et également sa forte présence au Liban, pardon. L'Iran est en train finalement de devenir une puissance régionale avec maintenant un accès à la mer par le Liban. Et puis, on a vu aussi cette semaine le rôle de l'Iran dans l'accord de soi-disant réconciliation entre le Hamas et l'autorité palestinienne, puisque Saleh Haroui, qui est un des terroristes les plus recherchés, qui avait été malheureusement connu dans l'enlèvement et l'assassinat des 3 adolescents qui avaient précédé l'opération de Gaza, qui est quelqu'un qui vit à Beyrouth, en fait, protégé par l'Iran. Et en fait, on a beaucoup dit que l'Égypte était derrière cet accord, mais en fait, c'est l'Iran qui essaye de créer et qui soutient de ces derniers temps le Hamas, qui est plutôt à genoux et qui était dans une situation difficile. L'Iran continue de fournir des armes au Hamas et essaye de créer un axe, un axe de haine d'Israël avec le Hezbollah au nord, le Hamas au sud, et également une présence en Syrie. Et en quoi, d'une certaine manière, l'accord de réconciliation palestinien pourrait servir les intérêts iraniens? Alors évidemment, tout ça, c'est lié à une espèce de jeu géopolitique. On a vu que l'Iran veut se démarquer d'une certaine façon de la Russie, en tout cas sur la question d'Israël. C'est-à-dire le fait d'envoyer les missiles contre l'aviation israélienne lundi dernier, ça n'était pas, le choix de cette date n'était pas un hasard, puisque c'était le jour où le ministre de la Défense russe venait en Israël. Oui. Et donc les Russes n'ont pas été prévenus de cet envoi de cette attaque contre des vols de reconnaissance israéliens qui sont réguliers et qui se font en fait avec l'accord des Russes, en tout cas en coordination avec les Russes. Et donc, lorsque le ministre russe était venu en Israël, c'était justement pour renforcer cette collaboration qui existe depuis plusieurs mois sur les questions liées à la guerre en Syrie entre Israël et la Russie. Donc, quelque part, l'Iran veut montrer qu'elle est devenue une puissance régionale, que sur le conflit contre Israël, elle soutient tous les mouvements qui sont opposés à l'existence de l'État d'Israël. Et même dans le discours, on voit tout à fait que l'Iran veut soutenir le Hamas, en tout cas dans sa lutte contre Israël et dans sa volonté d'effacer le discours. Même quand on lit même le texte pratiquement du Hamas, c'est exactement le même que celui du président iranien. Est-ce qu'à votre avis, il est envisageable de penser que
dans un de très court terme, dans le cadre des tensions qui existent, eh bien, les Israéliens, les appareils de l'armée de l'air israélienne, eh bien, ne pilonnent pas une base de l'armée syrienne, mais peut-être même des bases iraniennes ou des bases du Hezbollah, ce qui serait une sorte de changement de palier dans cette confrontation. Alors, dans un premier temps, ce qui est clair, c'est que il y a plus ou moins un consensus sur le fait que l'Iran ne doit pas fournir d'armes non conventionnelles, ou en tout cas, il faut garder un certain équilibre des forces au Liban, en tout cas dans les types d'armes dont dispose Hezbollah. Donc à chaque fois qu'il y a des livraisons d'armes qui dépassent une certaine quantité ou qui sont des armes de type, disons, non conventionnel ou qui changent l'équilibre actuel, Israël a attaqué. Donc Israël a attaqué aussi bien des dépôts d'armes en Syrie, à Damas ou dans la région de Damas, que dans certains cas même des convois de livraison de munitions dans lesquels se trouvait en fait l'armée iranienne. Oui. Donc de ce point de vue-là, Israël a une politique assez claire qui consiste à dire qu'il y a un équilibre qui existe depuis 10 ans, la fin de la deuxième guerre du Liban, disons, et cet équilibre doit être respecté. Alors évidemment, il y a eu la participation de Hezbollah dans cette guerre, mais on a bien vu que le principal bénéficiaire de cette guerre, ce n'est pas Bachar el-Assad, c'est en fait la République islamique d'Iran. Donc quelque part, l'Iran est en train de devenir la première puissance de la région, avec aussi un accord tacite avec la Turquie, et ça c'est beaucoup plus dangereux aussi. Donc quelque part, c'est une modification de l'équilibre régional. Alors, évidemment, tout ça se fait sous le couvert de la Russie, mais aussi parce que les Américains n'interviennent pas sur cette question, ce qui est un peu curieux. Oui. Ils sont intervenus une fois en Syrie, mais les propos de Trump n'ont pas été suivis d'action sur le terrain. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que, alors que les Américains restent silencieux quant au dossier de l'omniprésence iranienne en Syrie, eh bien, on voit que, par exemple, les Français, le Quai d'Orsay, pas plus tard qu'hier, a réagi en affirmant qu'il soutenait le droit à Israël à se défendre. Je vais essayer de retrouver les termes exacts du communiqué du Quai d'Orsay d'hier, affirmant le soutien de la France à la sécurité de l'État d'Israël et affirmant que ce soutien était constant, indéfectible et inconditionnel, concernant justement donc l'action des Israéliens dans le ciel syrien. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un silence des États-Unis, et de l'autre côté, même si la France continue bien entendu à défendre l'accord de Vienne concernant le nucléaire, eh bien, elle semble se positionner un peu plus aux côtés d'Israël pour comprendre la problématique que pose l'influence grandissante de l'Iran en Syrie. Oui, je pense surtout que la France est très opposée au régime de Bachar el-Assad. Surtout, je pense qu'il y a une espèce de fixation du Quai d'Orsay sur l'élimination, la disparition de Bachar el-Assad, et qu'avec l'Iran, se contenter de respecter l'accord du nucléaire pour pouvoir reprendre les échanges commerciaux, qui ont déjà d'ailleurs commencé, puisqu'il y a déjà eu à plusieurs reprises des délégations d'hommes d'affaires français qui sont allés à Téhéran et qui ont déjà commencé à signer de nombreux contrats et à reprendre même des contrats qui avaient été gelés au début des sanctions. Donc, quelque part, la France veut absolument reprendre ce dialogue, disons, avec l'Iran. Alors, en France, c'est un peu curieux, mais il y a une espèce de mythe qui est celui d'Europe en général. C'est un mythe qui consiste à croire que l'islam chiite est plus modéré que l'islam sunnite. Et que donc, c'est grâce à un contact avec l'islam chiite qu'on pourra combattre le djihadisme, etc. On oublie un peu que le début, disons, le renouveau, le réveil du djihadisme dans le monde, c'est suite à la création de la République islamique d'Iran par Khomeini à la fin des années 70 et au début des années 80. Et que ça a créé en fait une surenchère dans le monde sunnite qui a toujours été, disons, hégémonique dans le monde de l'islam et qui tout d'un coup s'est rendu compte que les chiites prenaient le dessus. Alors quelque part, la France considère qu'aujourd'hui Bachar el-Assad a dépassé les limites, qu'il faut qu'il soit remplacé et qu'il faut au contraire renforcer ce qu'on appelle en Europe
l'islam modéré chiite, mais voilà, sans tenir compte en fait de ce qui se passe dans d'autres régions. Alors, je pense malheureusement que les informations qui parviennent en France proviennent également du Liban. Oui. Et on voit très bien ce qu'a dit cette semaine dans Lieberman d'ailleurs, c'est que l'armée du Liban n'est au fond devenue qu'une espèce d'annexe du Hezbollah, quoi. Alors, docteur Michel Bartzivi, sans transition, et c'est votre atout de pouvoir parler à la fois donc de ces dangers sécuritaires représentés par l'Iran et également des problèmes de société israélienne. Je voudrais que nous parlions un peu de ce qui s'est précisé ces derniers jours, ces manifestations d'orthodoxes, de Haredim israéliens qui ont bloqué au cours des 2-3 derniers jours plusieurs carrefours, en particulier à l'entrée de Jérusalem, et qui protestent alors officiellement contre le fait que certains d'entre eux ont été mis aux arrêts parce qu'ils avaient été considérés par l'armée comme déserteurs, puisqu'ils avaient refusé tout simplement même d'aller recevoir leur dispense de service militaire, faire ce geste relativement simple d'aller au bureau d'enrôlement de l'armée israélienne pour recevoir leur dispense de service militaire, pas pour faire leur service mais pour recevoir leur dispense. Ouais. Alors comment vous réagissez, comment on peut expliquer ce réveil un peu étonnant de ces orthodoxes? Est-ce qu'ils représentent l'ensemble du monde orthodoxe, ou ils sont comme le disent beaucoup de commentateurs israéliens dans le monde orthodoxe même, de journalistes orthodoxes, ils représentent, on va dire, une minorité dans le monde orthodoxe? Je crois que tout d'abord, ces manifestations sont liées à une situation interne au monde orthodoxe. Oui, voilà. Et une chose que le grand public, en tout cas les laïcs, ne connaissent pas bien, c'est tout ce monde des yeshivot et surtout le monde de tous ces courants orthodoxes qui sont extrêmement divisés sur la question, disons, de l'intégration, de la participation à la vie israélienne en général. La question de l'armée n'est pas forcément la question la plus importante, mais il y a une pression interne énorme au sein du monde orthodoxe. Il y a des vrais changements qui sont en train de s'opérer. Et en fait, ces manifestations, elles visent à dissuader une partie du monde orthodoxe de vouloir s'intégrer dans la société israélienne, ce qui est le cas, je pense, je ne sais pas si c'est de la majorité, mais d'une grande partie de la jeunesse mais comme on dit, il y a la technologie, Internet, oui, et également la croissance il y a de plus économique en plus, en Israël. Il y a une pression interne des familles orthodoxes qui souhaitent pas seulement aller à l'armée, mais qui comprennent que le fait d'aller à l'armée, c'est un moyen aussi de s'intégrer et ensuite de participer à la vie économique et sociale en Israël, et par là même à améliorer leur propre situation, parce qu'on le sait, dans le monde orthodoxe, il y a une grande précarité sociale, une grande pauvreté, et une partie de ce monde orthodoxe refuse cette paupérisation, je dirais, presque systématique des zones dans lesquelles habitent ces juifs orthodoxes. Alors, au sein du monde orthodoxe, il y a vraiment une tendance qui est ce qu'on appelle la tendance des Litchaniens, qui est surtout représentée par le fameux Posek, le grand rabbin Auerbach, qui en fait pousse, je dirais, au conflit, à l'affrontement, et essaye surtout de mettre une pression sur ceux qui, à l'intérieur du monde orthodoxe, qu'on ne connaît pas bien, mais bon, il est clair qu'il y a une grande partie du monde orthodoxe qui d'ailleurs va à l'armée. Je pense que tous les électeurs du parti Chasse ne sont pas des gens qui rejettent l'existence de l'État d'Israël. Il ne faut pas confondre des petits groupes comme les Neturei Karta ou les Toldot Aaron, par exemple, avec d'autres, avec les Chabad ou avec les mouvements Chasse, qui sont des gens qui non seulement respectent l'État d'Israël et aiment l'État d'Israël, mais participent à la vie économique et sociale en Israël. Et on voit d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, y compris des entreprises, des banques ou des grandes sociétés, on voit de plus en plus de gens avec des kippas noirs, disons avec ce qu'on pourrait appeler un look orthodoxe, et qui sont un peu à l'américaine. D'ailleurs, les données sont très claires. Il y a de plus en plus d'orthodoxes qui rentrent sur le marché du travail et de plus en plus d'orthodoxes qui font leur service militaire. Aujourd'hui, on parle même chez les hommes de plus de la moitié des hommes orthodoxes
qui travaillent voilà, qui sont entrés sur le marché du travail. Donc effectivement, mais il y a aussi apparemment peut-être aussi une volonté une question de leadership, c'est-à-dire que peut-être que le monde orthodoxe est en train de voir qu'il ne dispose plus aujourd'hui d'un véritable leadership qui peut le guider. Il y a le Rav Steinman qui est considéré comme le leader spirituel aujourd'hui, mais qui a 104 ans. Et peut-être qu'à travers ces manifestations, il y a aussi une course qui s'ouvre à sa succession, peut-être. Oui, il y a une crise de génération. Et puis, il y a surtout des changements qui se déroulent. Alors, contrairement à ce qu'on pense, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui font tchouva et qui rentrent dans le monde orthodoxe, mais en fait, les chiffres sont exactement au contraire. Il y a beaucoup plus de juifs orthodoxes qui deviennent tout simplement des juifs religieux, comme on dit ici, des kippas brodés, ou pas forcément brodés, mais qui en tout cas adoptent une vie qui est comparable, qui n'est pas forcément une vie de juifs laïcs, mais disons de juifs religieux différentes de celles des familles orthodoxes. Voilà, et surtout qui veulent abandonner ce milieu extrêmement pressant, et en même temps la situation de pauvreté, parce que le fait d'avoir beaucoup d'enfants et en même temps de ne pas avoir de travail crée une situation très difficile. La vie en Israël est difficile, elle est chère aussi par certains moments, donc ces gens veulent travailler et ils veulent intégrer. La question de l'armée, évidemment, c'est une question qui est extrêmement symbolique, et c'est pour ça qu'on peut mobiliser ce qu'on appelle les Bachurei Yeshivot pour des manifestations, parce que la question de l'armée, elle est une question sensible, mais aussi, n'oublions pas qu'ils étaient en vacances, et que les Yeshivot, c'est ce que l'on a dit dans la police. On finit leurs vacances aujourd'hui, en fait demain, et qu'à partir de dimanche, ils vont reprendre. Ça devrait se calmer, quoi. Lors d'études, a priori, il y aura moins de candidats à manifester. Bon, on sait aussi que ces manifestations créent une espèce de malaise et que ça dérange beaucoup la population non religieuse, surtout sur la question de l'armée, parce qu'évidemment, il y a la question de la répartition de ce qu'on appelle le fardeau national. Et l'armée, c'est une question sensible, puisque nos enfants et nous-mêmes, en faisant l'armée, non seulement 3 ans, mais après pendant 20 ou 30 ans de Milouim. Donc, c'est une question extrêmement importante, et surtout parce que il y a de plus en plus de religieux, disons, de personnes qui portent la kippa à des postes importants à l'armée. Donc, quelque part, l'armée a fait un énorme effort en direction des Haredim, parce qu'il y a aujourd'hui des unités spéciales de Haredim, et il y a une véritable réflexion. D'ailleurs, je pense que celui qui dirige ce qu'on appelle ACA, c'est-à-dire dans les départements des ressources humaines à l'armée, voilà, et il est lui-même une personne issue du monde religieux, et il connaît parfaitement ces questions, et l'armée a fait des gestes d'apaisement et pour faciliter l'intégration de ces jeunes dans l'armée. Et d'ailleurs, je pense que ça n'est pas seulement la question de l'armée, c'est une question de participation à la vie israélienne, parce que si une partie de ces jeunes acceptaient de faire un service civil, d'aller travailler dans des hôpitaux, dans l'éducation ou dans d'autres domaines, ça ne poserait aucun problème à la société israélienne. La question, nous ne sommes pas en manque de recrues dans l'armée ou de soldats ou de volontaires pour des unités combattantes. Tout ça, en Israël, pour l'instant, tout ça va bien, d'autant qu'il y a les filles et qu'il y a de plus en plus de filles qui maintenant vont dans des unités combattantes. On a vu la Mishmar Hagoul et d'autres unités, même dans les blindés, même dans l'armée de l'air. Donc la question, ça n'est pas les besoins de l'armée, c'est les besoins d'une société orthodoxe de vivre au quotidien dans l'État d'Israël et de se séparer de certains leaders ou de certains courants orthodoxes qui sont antisionistes et qui aujourd'hui, je dirais, sont dépassés par l'histoire, quoi, finalement. Eh bien, Michael Bar-Tzvi, merci de nous avoir éclairé donc sur ces 2 sujets importants de la semaine. D'une part, la menace iranienne en Syrie, et d'une autre part, tout à fait différent, les tensions dans le monde orthodoxe, ou au moins dans une partie du monde orthodoxe, avec ces manifestations de ces derniers jours, en particulier à Jérusalem. Merci, Dr Michael Bar-Tzvi, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous tous.
Voilà, il est 8h32 minutes. Nous allons marquer une petite pause. On retrouve Eliana Gurfinkel tout de suite après pour nous parler de Sarah Aronson à l'occasion du 100e anniversaire de sa disparition. Sarah Aronson, la fondatrice du réseau Nili. Elle est décédée donc il y a un siècle, très exactement.